Les données structurent les fondements de notre société aujourd'hui. Les données sont partout. Les données sont sur Internet, qu'on utilise quotidiennement. Les données sont là actuellement dans vos mains ou dans vos poches. C'est vos téléphones portables. Les données, c'est les ordinateurs personnels, c'est les ordinateurs des entreprises, c'est les ordinateurs des institutions gouvernementales. Et très souvent, trop souvent, peut-être malheureusement, les propriétaires de ces données, et là je parle plutôt des entreprises, les gardent jalousement sous prétexte qu'elles seraient porteuses d'une richesse incomparable. C'est l'or noir du XXIe siècle. Il y a même un caractère noble aux données. Vous avez remarqué qu'on ne parle plus des données, on dit la data maintenant. C'est une richesse, à mon avis, toute relative, parce qu'il faut encore savoir, il ne faut pas les mettre dans un coffre sous scellé, il faut savoir encore ce qu'on en fait de ces données-là. D'accord ? La data sans la science n'est d'aucune utilité. On a besoin de la data science, la data science, la science des données. La science des données, c'est quoi ? La science des données, c'est comprendre comment est-ce qu'on peut extraire de l'information d'un jeu de données. Comment est-ce qu'on peut extraire une structure qui est potentiellement cachée dans ce jeu de données. Par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de lier des facteurs comme le poids, l'âge, la taille sur une cohorte d'individus. Alors, il y a des liens qui sont évidents, bien sûr. Au début de la vie, le poids et l'âge sont bien évidemment extrêmement corrélés. Mais si maintenant je rajoute comme facteur un IRM, un enregistrement de votre voix, votre mode de vie, et puis pourquoi pas votre génome, on comprend que là les liens deviennent beaucoup plus compliqués et ça devient extrêmement difficile d'extraire des liens, une structure de cette... Et pourtant, a priori, on s'attend à ce qu'il y en ait. Alors généralement en sciences des données, lorsqu'on fait justement de l'extraction d'informations, on distingue deux types de démarches. Il y a une première démarche qui se nourrit d'exemples. Donc par exemple, je cherche des facteurs à risque pour un individu pour contracter un infarctus. Donc je vais avoir une cohorte, un jeu de données avec des individus, chacun son poids, sa taille, sa tension et ainsi de suite. Et je saurai si cet individu a contracté déjà ou pas un infarctus. Et c'est ça que je vais donner à l'algorithme. L'algorithme va être nourri d'exemples pour effectivement essayer de comprendre quels sont les facteurs à risque. On parle d'un apprentissage donc de l'algorithme, un apprentissage supervisé puisque en fait l'homme est intervenu, a appris quelque chose, a donné quelque chose à l'algorithme. À l'opposé, vous avez ce qu'on appelle un apprentissage non supervisé. C'est-à-dire sans exemple, on ne donne aucun exemple. Alors c'est typiquement, vous prenez un corpus de texte et vous voulez que l'algorithme automatiquement vous donne des thèmes qui sont contenus dans ces textes, sans donner aucun exemple, sans donner de liste de thèmes a priori. Alors ça, c'est des techniques qui sont très utilisées dans les moteurs de recherche. Si vous regardez l'algorithme de ranking qui est au cœur du moteur de recherche de Google, il y a une partie de l'algorithme qui utilise ce type de technique pour effectivement mettre en relation ce que vous recherchez par rapport à ce qui existe sur le web et sur des critères de pertinence thématique, justement. Alors évidemment, les algorithmes d'apprentissage non supervisés sont en général beaucoup plus difficiles sans exemple que lorsqu'on a des exemples. Et on peut se poser la question de qu'est-ce qui rend difficile justement cette extraction d'informations. Quels sont les facteurs qui peuvent rendre difficile cette extraction d'informations? Alors on peut donner une liste exhaustive, mais là je vais me contenter de vous donner ce qui me semble être les 4 principaux facteurs. Le premier qui vient à l'esprit, qui est évident, c'est la complexité de la question que vous vous posez, de l'information que vous voulez extraire. Exemple, j'ai une photo de mon fils et je la donne à l'algorithme et ce qui m'intéresse, c'est que l'algorithme trouve toutes les photos qui sont sur mon ordinateur où mon fils apparaît, des portraits ou des photos de foule. Ça, c'est un exemple d'apprentissage supervisé puisque je donne un exemple à mon ordinateur. Mais c'est un exemple d'apprentissage supervisé qui est extrêmement complexe et si vous avez peut-être essayé, ou certains d'entre vous ont des logiciels pour faire ce genre de choses, ça marche très mal. On est toujours à corriger les erreurs de l'algorithme. C'est des choses qui sont extrêmement difficiles et pourtant qui tiennent sur un petit ordinateur. Là, il n'y a pas de grandes données. Donc, premier facteur. Deuxième facteur qui rend compliqué cette extraction d'informations, c'est la vitesse à laquelle on veut avoir cette information. Si vous regardez les algorithmes de trading haute fréquence les plus rapides, ces algorithmes sont capables de réagir, on va dire, à 20 nanosecondes, de prendre des décisions d'achat ou de vente sur les marchés financiers à 20 nanosecondes à peu près de latence. C'est très court. Lorsque vous cliquez sur une page web et que vous voyez une bannière publicitaire apparaître avec un produit que vous est proposé, l'algorithme qui a décidé de vous proposer tel produit et pas un autre, qui vous a ciblé, a eu de l'ordre de 10 millisecondes pour réfléchir.
Au-delà, c'est raté. Il n'a pas le temps. Hein, c'est ça, le temps qui est imparti. Donc ça, c'est le deuxième facteur, c'est la vitesse qui rend évidemment compliqué cette extraction d'informations. Troisième facteur, je l'ai un petit peu évoqué sans le dire, c'est la variété des données. Hein, on est loin aujourd'hui de faire de l'apprentissage ou de faire tourner des algorithmes sur simplement des données qui sont des chiffres comme justement l'âge, la taille et le poids. Aujourd'hui, la nature des données est extrêmement différente. Ça peut être une image, un son, une séquence ADN. Et ça, bien évidemment, ça rend la tâche d'extraction des données beaucoup plus difficile. D'accord ? Donc dans les facteurs de complication d'extraction d'informations, on a vu la complexité de la question, la vitesse, la variété des données et bien entendu le quatrième facteur par lequel je terminerai, c'est le big data, la volumétrie. Alors, si vous avez des données massives, tellement massives par exemple que vous êtes obligé de les mettre sur plusieurs ordinateurs, tout devient beaucoup plus difficile. Ah, ce n'est pas un problème de stockage. Hein. Toutes les étapes deviennent difficiles. L'acquisition des données, le nettoyage des données, l'organisation des données et l'application de ces algorithmes d'extraction d'informations que vous devez adapter, que vous devez changer. Vous ne pouvez pas utiliser le même genre d'algorithme pour des petites quantités de données, pour des grandes quantités de données. Ça pose des problèmes même mathématiques profonds et informatiques, bien sûr. Chacune de ces étapes-là, c'est un problème à part entière. D'accord ? Alors, au Centre de mathématiques appliquées et en collaboration avec le laboratoire d'informatique aussi de Polytechnique, nous mettons nos compétences en sciences des données et au big data au service de la société et je vais vous présenter 2 champs d'application. Le premier champ d'application, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est le trading haute fréquence. Alors quand on dit trading haute fréquence, comme on est mortel, ça fait un petit peu frissonner. Pourquoi est-ce que ça fait un petit peu peur ? Parce que, je dirais, il y a 2 choses. Le premier, c'est un problème d'ordre éthique. Le trading haute fréquence ne servirait à rien. Et pire, il prendrait de l'argent sur le dos d'acteurs financiers qui, par contre, a priori, serviraient la société. Premier problème. Le deuxième problème est plus un problème organisationnel. Le trading haute fréquence serait responsable de l'instabilité des marchés financiers. Hein. On peut penser au flash crash qui a eu lieu en 2010. Alors, le régulateur doit bien évidemment à ce moment-là se poser une question, et d'ailleurs se pose une question fondamentale, c'est est-ce que effectivement le trading haute fréquence est responsable d'instabilité sur les marchés ? C'est un problème très compliqué, on est loin d'avoir répondu à cette question-là aujourd'hui, mais si jamais effectivement on répond par l'affirmative, qu'effectivement c'est source d'instabilité, à ce moment-là il faut se poser la question de quelle est la structure justement sous-jacente qui peut induire cette instabilité, et éventuellement, de façon évidente, il faut aussi penser à quel type de régulation permettrait de modifier cette structure de façon à prévenir les instabilités. Alors nous travaillons sur ces sujets-là de régulation de marché financier de la haute fréquence au Centre de mathématiques appliquées et bien évidemment pour cela nous avons besoin de jeux de données massifs, hein, c'est de la science des données, c'est du big data. Alors pour faire un lien un tout petit peu avec ce qu'avait dit Bernadette, c'est assez amusant parce que ces mêmes techniques, alors d'un point de vue purement algorithmique, ces mêmes algorithmes, on peut aussi les appliquer sur les réseaux sociaux, donc, par exemple sur Twitter. Si on se pose le problème de est-ce qu'un tweet peut provoquer justement une instabilité sur le réseau Twitter ? Est-ce que ça peut engorger tout le réseau ? D'accord ? Et donc c'est exactement le même genre de technique qui étudie la structure de propagation de l'information sur un réseau social. Alors maintenant, je vais changer de registre, je vais laisser la finance. Et on a été contacté il y a pas très longtemps par Etalab, par l'administrateur général des données, qui est un groupe, je crois, d'une quinzaine de personnes au sein du cabinet du Premier ministre, et qui a pour mission, entre autres, de réunir, collecter, mutualiser toutes les données gouvernementales, toutes les données d'institutions publiques, dans la mesure, bien sûr, et de les ouvrir dans la mesure, bien sûr, si elles ne sont pas confidentielles, hein, afin d'en faire bénéficier les institutions elles-mêmes et la vie publique. Alors nous sommes en cours d'élaboration d'une convention de collaboration avec Etalab. Et de façon évidente, les données et les problématiques associées à ces données pouvant bénéficier de l'aide de la science des données et du big data sont pléthores dans les institutions publiques. Que ces données soient publiques ou confidentielles d'ailleurs. Et j'en viens à mon second champ d'application qui clôturera mon exposé. Parmi
les plus beaux jeux de données, je dirais, que nos institutions possèdent, il y en a un qui est confidentiel, que la plupart des pays du monde nous jalousent, qui est le jeu de données de la santé publique française. Hein, donc c'est la base SNIRAM, c'est le nom de code de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la CNAM. Qu'est-ce que c'est cette base? C'est une base de données qui recense tous les remboursements de la sécurité sociale. C'est une base de données comptable. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez voir un médecin généraliste, un spécialiste, que vous achetez une boîte de médicaments, que vous êtes dans une ambulance, que vous vous faites hospitaliser, tout cela est consigné dans cette base. C'est une des plus grosses bases, voire peut-être la plus grosse base de données santé du monde. C'est 65 millions d'individus qui sont consignés dans cette base-là, tout le parcours santé de ces individus-là. Pour comparaison, la mutuelle américaine la plus grosse, c'est 8 millions de personnes. D'accord ? Donc là, on parle de quantité de données énormes. Hein, c'est un peu moins, mais c'est de l'ordre de 1000 téra, 1 péta de données, 1000 téraoctets. D'accord ? C'est une base qui est d'une richesse inouïe, bien sûr. Il faut bien comprendre que la science des données, par l'intermédiaire bien sûr du traitement statistique, mais aussi de l'imagerie, du machine learning, est au cœur des problématiques de santé depuis de très nombreuses années. C'est avant tout le traitement statistique qui a permis de conclure que la cigarette est un facteur à risque pour le cancer. Et plus récemment, c'est le traitement statistique qui a permis justement sur la base de données SNIRAM de conclure qu'il y en double les risques d'embolie pulmonaire avec une pilule de 3e génération plutôt qu'avec une pilule de 2e génération. Donc il y a des enjeux d'un impact sociétal énorme, évidemment, du point de vue de la santé, mais aussi, bien sûr, d'un point de vue économique. La santé publique en France, c'est un budget de 175 milliards d'euros par an. C'est le premier budget de l'État. D'accord ? Donc il y a vraiment un double enjeu médical et économique. Alors nous avons été choisis au Centre de mathématiques appliquées par la CNAM pour un partenariat. Donc nous avons signé un partenariat, nous travaillons avec eux. L'objet de ce partenariat, c'est utiliser nos compétences en big data et en sciences de données sur la base de données SNIRAM. Donc c'est essayer de trouver justement dans cette énorme base des structures cachées qui sont des signaux faibles, si vous voulez. Donc c'est la détection de signaux faibles en pharmaco-épidémiologie sur des pathologies ou sur des événements santé. C'est l'analyse d'un point de vue à la fois médical et économique des parcours de soins d'individus au sein peut-être d'une certaine pathologie. D'accord ? Alors, nous sommes à peu près une dizaine de chercheurs au Centre de mathématiques appliquées, au laboratoire d'informatique, d'analyse programmeurs aussi. C'est une base de données qui nécessite énormément de travail, purement justement d'organisation. Il faut réorganiser toute la base pour pouvoir appliquer ces algorithmes. À travailler sur ce projet-là en collaboration bien sûr avec les personnes, les experts de la CNAM. Et nous pensons aujourd'hui que ce projet c'est passionnant et est l'incarnation vivante de la science des données justement au service de la société. Je vous remercie.